France 2030, c'est quoi? C'est 54 milliards d'euros qui sont engagés pour financer les grandes transitions, les transitions auxquelles on doit, nous, que les entreprises doivent adresser, qui sont les transitions écologiques, numériques et technologiques. Avec un certain nombre d'objectifs prioritaires. Ce plan a été annoncé par le président de la République l'année dernière et il se décline avec quelques grands principes que je vais évoquer, puis je vais vous évoquer aussi certains des objectifs France 2030 et en quoi l'Occitanie est parfaitement positionnée pour y répondre. Avant, donc, un mot pour remercier Digital 113 pour l'organisation de cette visio. Je pense que c'est important qu'on vous outille tous et toutes sur ces deux dispositifs régionaux qui sont très importants, donc France 2030 régionalisé, avec deux volets, innovation, projet d'innovation individuelle, projet d'innovation collaboratif. On va être très simple et très concret sur comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça finance, comment on candidate, quelles sont un peu les modalités d'instruction. Merci aux réseaux aussi qui ont relayé cette invitation, donc je pense notamment à la French Tech, au French Tech, à la mêlée numérique, à Numéum, à Robotics Place et à l'IoT Valley. Sur France 2030, je le redis, 54 milliards, avec un dispositif qui est ciblé autour d'appels à projets. Il y a une succession d'appels à projets qui se déroulent sur ces grands sujets. On en compte aujourd'hui 65 sur tous les champs de l'innovation, à la fois l'innovation technologique et industrielle. Et puis aussi, on a des champs sur l'innovation, sur les transitions agricoles, sur la formation. Il y a des appels à projets très forts sur la formation. Et avec quelques grands principes qui sont indiqués là et qui sont en fait une grosse ambition. Il y a une vraie ambition d'avoir des acteurs émergents pour moitié de ce qui sera financé porté par des acteurs émergents ou sur des sujets émergents. Et une ambition sur la décarbonation qui va guider un peu tout ce plan. On a, et ça va être la slide suivante, des objectifs qui sont des objectifs industriels pour lesquels la région est extrêmement bien positionnée. On a bien sûr les sujets de l'avion bas carbone, les sujets de l'hydrogène vert, il y a eu des annonces par la Première ministre pas plus tard qu'avant-hier, des sujets sur l'éolien flottant. On va beaucoup parler de numérique et de santé numérique. Et vous avez présent ici aussi Marlène Crovisier, qui est la chargée de mission numérique, santé. Mais santé numérique et biothérapie sont des composantes importantes de France 2030 et qui est présente donc pour la DRETS. On a les sujets de souveraineté alimentaire, les sujets de la filière bois, les sujets audiovisuels. Donc vous voyez que ça tape vraiment très large. Et on a donc ce volet national qui se décline en appel à projet. Et sur la slide suivante, vous aurez les liens qui vous permettront d'aller chercher les différents appels à projets qui peuvent vous intéresser. Encore une fois, aujourd'hui, 65 appels à projets ouverts, il y en a très régulièrement. Donc, évidemment, tous les réseaux sont mobilisés pour vous informer quand un appel à projet peut vous intéresser. Et puis, il ne faut pas hésiter à faire un peu de veille. On appuiera tous ces réseaux pour le faire. Des appels à projets sortent régulièrement et ils ont une durée de vie, à chaque fois sur des briques technologiques ou sur des sujets clairement ciblés. Une fois qu'on a dit ça, donc ça c'est pour les projets très ambitieux et importants. Et puis, on a des projets à une échelle, j'allais dire plus modeste, mais des projets toujours aussi importants, mais sur des budgets un peu plus modestes, qui sont accompagnés au travers de deux appels à projets, que sont les appels à projets donc innovation, projet d'innovation individuelle et projet d'innovation collaborative. Sur ces deux dispositifs, je vais laisser la main pour le premier à Delphine Xicluna et pour le deuxième à Corinne Verbeyer. Elles vont vous expliquer comment ils fonctionnent, qui est éligible, quelles sont les dépenses éligibles, comment ça marche, quel calendrier. Et vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau. On y répond sur la première séquence, puis sur la seconde. Delphine, je te passe la parole. Donc, on présentera les dispositifs nationaux dans un deuxième temps. Je pense qu'on va enchaîner directement sur les dispositifs régionaux. On a les stratégies qui ont été présentées. On ne rentrera pas dans le détail de tous les dispositifs nationaux.
Alors, voilà, oui, pardon, tu avais quelques slides sur quelques dispositifs C'est intéressants, oui, ça, autant pour moi. c'est Donc, ça. on en a noté quelques-uns, parce que quand même, encore une fois, ça tape large. Il y a des dispositifs qui sont très clairement ciblés. Je pense encore une fois à l'aéronautique décarbonée. On n'a aucun doute sur le fait que vous saurez le retrouver, que les collègues de l'aéronautique les trouveront. Puis on en a quelques autres qui sont ou parce que les portages sont un peu spécifiques, ou parce qu'ils sont un peu transverses, ou parce qu'ils sont particulièrement intéressants pour tout l'écosystème numérique au sens large. On a sélectionné quelques-uns qu'on va passer rapidement, que Corinne va vous présenter, pour que vous ayez en tête, parce que quand même, voilà, ces dispositifs, ils sortent de façon régulière. On vous en a montré quelques-uns. Ce n'est pas exhaustif, ce sont ceux qui vous intéressent particulièrement. Corinne, tu as la main. D'accord, merci. Donc, au niveau des dispositifs, là, je vous ai fait, pour chacun des dispositifs que je vous présentais, une planche sous cette forme-là. Vous allez y retrouver à chaque fois la date limite d'ouverture du dispositif. S'il y a une relève, parce qu'on a on peut avoir des relèves intermédiaires, la date de la prochaine relève. Et en bas à gauche, vous trouverez les liens vers le cahier des charges, le dossier de dépôt, le dossier constitutif qu'il faut déposer et l'endroit où déposer ce dossier. Donc, concrètement, pour IDEMO, l'AP nationale, là, c'est le deuxième, donc vous devriez être familiarisé déjà avec les types de projets que l'on recherche. Donc, c'est à la fois le développement de produits, services très innovants, avec une très forte valeur ajoutée. Pour ces projets-là, les TRL pourront être entre 7 et 9 à la fin du projet. On cherche aussi à financer et à accompagner des démonstrateurs à échelle industrielle ou pré-industrielle d'innovation, où là, également, ça peut être ou des lignes pilotes ou des prototypes qui seront testés en environnement représentatif. Là, par contre, le TRL à la fin du projet sera à 7. Pour les porteurs de projets, ça peut être ou des projets individuels avec la porteur d'une entreprise, ou alors des projets collaboratifs. Et donc là, on demandera qu'il y ait maximum 6 partenaires. Donc, pour les durées, vous les voyez, 36-60 mois, l'assiette minimum 4 millions d'euros, donc on est sur des projets assez importants. Et je vous ai spécifié ici les aides et surtout les répartitions maximum entre subventions et avances remboursables, le maximum étant sur les 60% et les 75% de sub, suivant les types de projets. L'opérateur étant BPI-France, mais avec le lien, vous allez trouver très rapidement et le site de l'opérateur et tous les éléments dont vous avez besoin. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que vous allez voir qu'il y a un certain nombre de dispositifs, certains qui sont transversaux comme celui-ci et d'autres qui sont beaucoup plus ciblés. Et on va en parler tout de suite. Dispositif suivant, je fais trop vite. Dispositif suivant, c'est un dispositif, donc appel à projet première usine. Vous avez peut-être entendu qu'il était à destination des startups uniquement, pas du tout, startups industrielles, bien évidemment. Non, il peut aussi concerner des PME et des ETI innovantes, industrielles également. Donc là, ça va permettre, toujours pareil, de financer des premières usines, des premières industrialisations, voire même des démonstrateurs industriels pour un but commercial, ou alors des unités de production qui vont être mutualisées entre plusieurs entreprises, plusieurs ces usines ou plateformes vont permettre à chaque fois, parce que encore une fois, dans France 2030, on recherche l'innovation, les secteurs clés porteurs dans l'avenir. Donc, toujours pareil, les usines et les projets, produits innovants et secteurs porteurs pour l'avenir. Encore une fois, vous avez sur la gauche les indications sur la date de fermeture du dispositif. Vous voyez, ça va très loin puisqu'on va jusqu'en 2026 et la prochaine relève est au 13-12. Et donc, si vous allez sur le site de BPI France, vous verrez des relèves successives, voire même il peut y avoir des ajouts réguliers, puisque pour certains dispositifs, les relèves ne sont pas spécifiées jusqu'à la fin du dispositif. Donc là, le porteur du projet, essentiellement des PME, on pourra admettre des ETI à condition qu'elles soient fortement innovantes et en hypercroissance. Et pour la partie démonstrateur, eh bien, ça peut être aussi bien donc toujours des entreprises
Et pour la partie, je dirais, production mutualisée, ça peut être toute structure qui serait en capacité de mutualiser des capacités industrielles pour des startups ou des PME. Là, par contre, pas pour des ETI. Les durées de projet, vous les voyez. L'assiette minimale, encore une fois, on est sur des gros projets, 5 millions d'euros. Et les aides, on retrouve les mêmes ratios. Et, et pour ce qui est des taux d'intervention, là, je vous invite à vous reporter au dispositif proprement dit pour voir un peu les types de dépenses éligibles et à concurrence de combien on pourra. Il y a tellement de variantes que je n'ai pas pu le spécifier là sur une planche qui résume le tout. Élément, donc, dispositif suivant, on va être sur celui-ci, par contre, un dispositif qui intéresse aussi toutes les filières, dont la filière numérique, jeux vidéo y compris, et donc qui va permettre, parce que dès lors qu'on parle de produits innovants, secteur clé d'avenir, forcément, il faut mettre en face et en adéquation les compétences ou talents que l'on n'a pas encore actuellement ou que l'on a de façon insuffisante. Donc là, vous avez cette AMI qui est gérée par la Caisse des dépôts et l'ANR. Donc les dates, vous les voyez, ouvertes jusqu'à fin 2025, avec une relève au début novembre 2022. Donc cette AMI se décompose en plusieurs volets. Vous avez un volet d'abord diagnostic qui va permettre de faire des diagnostics emploi-compétences. Un deuxième qui va permettre aussi de faire des diagnostics sur les leviers d'attractivité et la fidélisation des salariés. Et enfin, une fois que ces diagnostics auront été posés, donc bien sûr, vous soumettez un dossier, le dossier est retenu, vous allez avoir une durée pour faire ce diagnostic entre 3 et 6 mois. Après, une fois que le diagnostic est rendu, et il doit être public, il doit être mis à disposition de toute structure en capacité de proposer des cursus de formation. On va le laisser public pendant quelques mois avant que vous ou d'autres structures puissent proposer, toujours au même AMI, des dossiers où ils vont développer un cursus qui répondra à ce qu'aura proposé et enfin le panorama et le diagnostic qu'aura caractérisé le diagnostic. Voilà. Donc là, je vous ai dit 3 à 6 mois pour faire le diagnostic. Et quant aux formations proprement dites, on va les financer pour un maximum de 5 ans. Donc les aides, vous les avez là, 200 € pour le diag, et les formations, un minimum on cherche des… donc c'est bien, c'est pas l'assiette qui est de minimum 1 million d'euros, c'est l'aide qui sera d'un minimum d'1 million d'euros et qui permettra de financer l'amorçage de la formation. Donc là, je pense, pour vous dire à titre d'exemple, côté numérique, filière numérique, pour la relève qui a eu lieu au mois de février de cette année, nous avons pu l'adresse accompagner la filière du jeu vidéo. Donc, c'était Pushstart qui était le porteur et ça a impliqué quasiment l'intégralité de toutes les structures qui accompagnent le jeu vidéo dans les autres régions de France. Donc, c'est un exemple de choses que l'on peut faire, accompagnement à la maturation du projet, etc. Et surtout à faire en sorte que le projet soit pile dans les clous de l'AMI et qu'il ait le plus de chances possible d'être retenu. Donc, voilà pour les types de dispositifs transverses. Maintenant, je vais rentrer dans des dispositifs qui sont plus spécifiquement ciblés sur des briques technologiques ou sur des marchés dans lesquels on va rechercher des briques technologiques du numérique. Donc là, le premier que vous avez en ligne de mire ici, c'est un AAP qui va permettre de maturer des technologies en IA et également de faire la démonstration de certaines technologies d'IA embarquées comme, en cas réel et démontrer qu'elles fonctionnent. Donc, le deux volets, je vous ai dit, le volet A qui permet ce déploiement et le volet B, la maturation. Pour ce qu'on recherche comme projet, ce sont des projets, pour le volet A, des projets collaboratifs avec des assiettes supérieures à 4 millions d'euros et on vise en fin de projet de R&D un TRL entre 6 et 8. Pour les volets B, ça peut être ou des projets individuels
ou des projets collaboratifs avec des assiettes supérieures à 2 millions d'euros pour l'individuel, 4 millions pour le collaboratif. Et le TRL, en fin de projet, c'est un TRL 5, d'accord, puisqu'on cherche à expérimenter des dispositifs donc dits à embarquer, d'accord, au début, enfin qui ne sont pas finalisés, pour voir et passer à l'étape suivante du développement du projet, du produit plus exactement. Donc là, vous voyez aussi que suivant les volets, vous allez avoir des porteurs de projets qui sont un peu différents. Par exemple, il y a une spécificité pour le volet A. Il faut que dès lors qu'on est sur des projets collaboratifs pour le volet A, individuel ou collaboratif sur le volet B, par contre, il faut absolument qu'il y ait une PME, d'accord, dans le volet A. Donc, je vous laisse regarder le reste. Pareil, on retrouve les mêmes répartitions, subventions et avances remboursables qu'on peut retrouver dans d'autres dispositifs. Et les max de subventions sont pour le volet A de 60% et pour le volet B de 60%. Ça pourrait être moins. Encore une fois, à chaque fois qu'on dit max, ça peut être moins. De la même façon que les taux d'aide qui seront appliqués. Donc là, c'est du copier-coller tout bête de ce qui est décrit dans le régime d'aide européen qui permet de financer les projets de RDI. Eh bien, vous allez avoir, pour les petites entreprises, moyennes entreprises et ETIGE, je vous laisse regarder les taux d'aide. Encore une fois, ce sont des maximums. Et ça pourrait être moins, bien évidemment, suivant les critères habituels, risque, que sais-je, capacité de fonds propres disponibles, etc. Dispositif suivant, je suis désolée, ça fait un peu la liste à l'après-vert, mais bon, celui-ci est un peu spécifique quand même, et on le voit a priori, territoire intelligent et durable, on peut se dire effectivement, ça va être des collectivités territoriales, des syndicats mixtes, que sais-je, qui vont être chefs de file. Effectivement, c'est le cas. Mais par contre, les entreprises et laboratoires de recherche peuvent être partenaires du projet. D'accord. Donc là, le dispositif, qu'est-ce qu'il vise à faire? À soutenir les projets structurants pérennes et surtout réplicables, parce qu'on va peut-être tester un démonstrateur dans une région et faire en sorte peut-être, ou dans une collectivité du style métropole, par exemple, d'accord, et faire en sorte de le répliquer dans d'autres régions, collectivités de France. D'accord. Donc, les projets qui sont attendus, ce sont des démonstrateurs numériques pour les territoires, donc ça, c'est ce qu'on appelle le volet TID, des démonstrateurs, alors là, vous voyez que ça peut vous concerner, d'IA frugale, donc dès lors qu'on va associer à ces projets des entreprises et des laboratoires de recherche, dès lors que vous êtes sur ces sujets d'IA frugale, que ce soit au service de la décarbonation, transition énergétique dans les territoires, certes, mais vous allez pouvoir, certains d'entre vous, apporter les briques technologiques dans les laboratoires, dans les projets de R&D qui seront au sein de ces démonstrateurs. D'accord. Voire même déjà des briques technologiques qui seraient disponibles et sur étagère. Donc, les durées des projets, 36 mois. Vous voyez aussi les assiettes, je ne vais pas les assiettes mini demander, sachant qu'on peut déposer soit un projet de démonstrateur numérique, soit un projet de démonstrateur d'IA frugale, soit la combinaison des deux. Et donc là, vous avez des spécificités. Et donc, comme on est toujours, encore une fois, sur de la R&D collaborative au niveau des entreprises et laboratoires de recherche, eh bien, excusez-moi, j'ai un peu zippé, vous allez avoir ici les taux d'aide que l'on retrouve habituellement dans le régime d'aide RDI européen. Là, par contre, petit warning, regardez, il est ouvert uniquement jusqu'au 7-11, donc la date s'approche dangereusement. D'accord. Dispositif suivant. Donc là, on est sur autre chose également. Vous allez me dire, ouais, je suis allée trop loin, excusez-moi. On n'est pas vraiment sur des équipements agricoles, certes, mais avec ce qui est recherché dans le cadre de France 2030 et plus spécifiquement de la stratégie
et qui traite des équipements agricoles, on cherche bien évidemment à apporter le plus d'innovation possible, d'innovation technologique, de façon à pouvoir derrière soutenir tout ce qui est diminution d'intrants, optimisation des processus de récolte et que sais-je, d'arrosage et j'en passe et des médias. Donc là, en fait, quand même, ce dispositif, il va permettre de soutenir les acteurs de la robotique agricole mobile. Je pense qu'il y en a certains parmi vous, je n'ai pas là en tête la liste des participants, mais également toute innovation avec des capteurs, que sais-je, qui pourrait y avoir sur des équipements utilisés dans l'agriculture. Et on va permettre de financer avec ce dispositif des pré-séries industrielles. Donc, vous voyez des projets de robotique agricole mobile, des projets d'agroéquipement qui intègrent ou de l'intelligence artificielle ou de l'automatisation ou de l'IoT couplé avec de l'IA, etc. Et également, vous voyez qu'il n'y a pas que l'agriculture qui est visée, mais également l'élevage. Et le projet devra aussi inclure une phase de test sur le terrain. Donc, là, on n'est pas sur des consortiums, on est sur des entreprises uniques, donc projets individuels. Bien évidemment, comme il y a une phase de test sur le terrain, et bien, associé à un user agricole ou élevage, agriculture ou élevage, des durées des projets entre 1 à 3 ans ou alors 1 à 3 campagnes agricoles. Et pour les assiettes des dépenses, vous les avez là, donc je ne vais pas vous les répéter. Pareil pour les taux d'aide, on est toujours dans le cadre du régime d'aide RDI et le mixte subvention remboursable, avance remboursable est toujours le même, 60-40, avec un maximum pour 60. Opérateur BPI toujours. Le dispositif suivant, alors là, je saute entre guillemets du coq à l'âne, je suis passée de l'agriculture à l'élevage au studio de tournage, au studio de production numérique ou aux organismes de formation qui accompagnent les filières de ces deux types de studios. D'accord ? Donc là, l'objectif, c'est en fait, il y a eu des études qui ont été faites et qui sont disponibles sur le petit lien que je vous ai mis toujours à gauche et qui va vous renvoyer sur le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image, des études qui ont été menées sur les besoins et les temps formation, mais pas que, et les besoins en matière d'internationalisation aussi, des studios de tournage, des studios de production, ça inclut le jeu vidéo, l'animation également, il pourrait y avoir des entreprises parmi les personnes qui nous écoutent maintenant, et également la formation pour soutenir tout ça. Donc, d'ores et déjà, les projets peuvent être partout en France, mais l'État a déjà identifié 3 territoires prioritaires, qui sont en fait les territoires où on retrouve le plus de studios de tournage, studios de jeux vidéo, etc. Et l'arc méditerranéen fait partie des territoires prioritaires. Donc, concrètement, l'arc méditerranéen, on va même l'étendre jusqu'à Toulouse et donc à l'écosystème, par exemple, jeux vidéo qu'on a là-bas, bien évidemment. Donc, les projets peuvent être alors, groupés ou séparés, ça veut dire qu'ils peuvent traiter plusieurs des thématiques ou être sur une thématique spécifique. Voilà. Ce sont des gros projets pour les studios de tournage, on s'en doute, 10 millions d'euros d'investissement, puisque là, ce qu'on finance, c'est de l'investissement. Pour les studios de production numérique, c'est 1 million d'euros. Là, ce qu'on cherche, encore une fois, on va soutenir en investissement une dizaine de grands studios de tournage. Le passage à l'échelle est donc aussi soutenir en investissement 10 à 20 studios de production numérique, dont par exemple des studios de jeux vidéo. Et ce qui sera financé pour les organismes de formation, ce seront les dépenses de fonctionnement des 3 premières années. Donc là, vous voyez qui sont les porteurs. Ça peut être aussi une association, pas forcément une entreprise. Ça peut être une fondation. Ça peut être, enfin, vous voyez, une école, une université ou des opérateurs de formation. Donc, je vous laisse voir les choses. Et encore une fois,
vous avez le lien qui vous permet de regarder et je vous ai mis à la fin de la présentation les coordonnées de Delphine et de moi-même. Donc, n'hésitez pas, si on ne répond pas à toutes les questions pendant ce webinaire, à revenir vers nous et à nous poser des questions. Dispositif suivant. J'ai l'impression vraiment de faire la… je suis peut-être allée trop loin. Non, c'est celui-là. C'est bien ça. Donc là, on est toujours dans les ICC, industrie culturelle et créative. Là, c'est un AAP qui vise à accompagner le déploiement d'offres culturelles et artistiques basées sur des innovations numériques. Dans le secteur du spectacle vivant, ce qu'on appelle le spectacle vivant, c'est le théâtre, la danse, la musique, en fait, c'est ce genre de spectacle. Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est à transposer, donc développer des nouveaux services ou des dispositifs de diffusion en transposant, dématérialisé bien sûr, en transposant les techniques audiovisuelles qui peuvent exister déjà ailleurs que sur le spectacle vivant. Donc là, vous avez la liste à l'après-vert dans le grand A. Et également d'autres nouvelles technologies, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, motion capture. Donc là, typiquement, vous êtes, certains d'entre vous, sur ces briques technologiques. Pour ce qui est du patrimoine et de l'architecture, bon, numérisation du patrimoine et de l'architecture, on pourrait penser que c'est quelque chose qui court, qui va très bien, etc. On se rend compte que les briques technologiques qui sont actuellement utilisées sont perfectibles et on veut soit simplifier les processus de numérisation qui sont un peu complexes, soit travailler sur l'interopérabilité des données, soit amener plus d'IA dans le sujet pour augmenter l'expérience utilisateur, etc., etc. Donc, je vous laisse lire un peu ce qui est ciblé. Donc, les porteurs des projets, ce sont des entreprises, des établissements culturels publics ou des associations. Donc là, le panel EVAX et les assiettes des projets, on est sur maximum 4 millions. Donc, ça veut dire qu'on peut démarrer beaucoup plus bas pour développer dans des projets ou individuels, d'accord, donc avec une aide max à 50%, ou collaboratifs et porté par des TPE et PME, une aide à 70%. Donc, développer les briques qui permettront de faire tout ce qu'on cherche à faire avec cet objectif. Là aussi, ouverture jusqu'au 3/11/2022. Donc, j'attire votre attention là où on vous a mis des dates. Il faut savoir que certains dispositifs, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour celui-là, mais il faut savoir que certains dispositifs vont courir sur un temps plus long. Ça peut être plusieurs années. Mais à l'heure actuelle, on a, par exemple, que les dates sur 2022 ou 2022, premier semestre 2023. Donc là aussi, comme Mathias vous le disait tout à l'heure, j'attire votre attention. Les dates que vous avez là sur les planches, elles peuvent être définitives, ouverture jusqu'à, elles peuvent être définitives, voire même, on peut voir dans les jours qui suivent cette fermeture ou un peu avant, le dispositif prolongé avec une nouvelle date butoir. Voilà. Donc ça, il faut vraiment être organiser la veille sur les sujets. Donc nous-mêmes, nous l'organiserons et on vous fera du push, mais malgré tout, vous avez vu le nombre de dispositifs qu'il y a. Enfin, depuis le début, on est à plus d'une centaine, on a une 60aine actifs actuellement, et ça ne cesse de sortir. Donc, on fera au maximum pour vous faire du push, mais vous-même, n'hésitez pas à faire de la veille. Je parle aussi au niveau des structures d'accompagnement de l'écosystème. Est-ce qu'il y en a encore un autre? Oui. Alors, celui-là est un peu particulier. Accompagnement et soutien à la constitution d'entrepôts de données de santé hospitaliers. Alors, pourquoi il est particulier? Parce que si je vous emmène tout de suite aux porteurs de projets, vous voyez que ce sont les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire qui sont les porteurs de projets. Ils peuvent être tout seuls ou en consortium. Et point barre, on s'arrête là pour les partenaires du projet. Par contre, il peut y avoir ce qu'on appelle des partenaires associés. Et là, on va retrouver les entreprises innovantes, les organismes de recherche, vous voyez, les associations, etc.,
qui ne bénéficieront pas d'aide financière au titre de cet appel à projet. Vous allez me dire pourquoi je vous en parle. Parce que déjà, vous pourrez bénéficier de ces data lakes de données de santé au niveau des hôpitaux pour développer des cas d'usage. Première chose. Deuxième chose aussi, pour que le projet déposé à cette AAP ait des chances d'être retenu, il faut qu'il puisse prouver sa capacité à aboutir à des cas d'usage. Donc, autrement dit, dès le début du projet, il faut qu'il y ait associé au projet d'EDS 3 projets de R&D minimum, individuels ou collaboratifs. Ces projets-là, on pourra peut-être les financer avec d'autres dispositifs. Innovation, je parle des dispositifs régionaux, par exemple, le volet régional d'innovation pour les projets individuels ou collaboratifs, donc ce sera IDEMO régionalisé. Donc, c'est une possibilité. Donc, ça, vous n'hésitez pas, même si vous voyez le dispositif donc, ouvert jusqu'au 12 avril 2023 pour l'instant, il y a un mois ou 2 mois, il était ouvert jusqu'au 11-10. Donc, vous vous souvenez ce que je vous ai dit juste avant, c'est typiquement le cas d'un dispositif qui a été prolongé. Pour plusieurs raisons, soit parce qu'on ne donne pas dès le départ tous les dates de relève, soit parce qu'il restait encore du budget dans ce qui avait été alloué et que donc on prolonge pour sélectionner des projets complémentaires. Donc là, vous pourriez vous rapprocher, et nous, on va faire côté, donc avec les personnes dont Marilyn, qui suivent la filière santé en région, déjà voir si en région, on a des établissements de santé, CHU ou autres, qui sont susceptibles de déposer. On peut peut-être aussi, si tel n'est pas le cas, voir si dans les zones périphériques, il y en a certains qui seraient partants aussi, qui sont sur le point de déposer un dossier à cette AAP, et vous indiquer qui pour vous mettre en relation, et si ça match et si vous arrivez à devenir des partenaires associés, je dirais, voir nous comment on peut derrière financer le projet par ailleurs. Voilà. Donc, c'était vraiment un dispositif un peu particulier. Donc, voilà, j'ai fini le tour de mon inventaire à l'après-vert. En fait, je vous ai ciblé les dispositifs actuellement ouverts qui sont soit spécifiques, technologiques, numériques, soit sur d'autres filières, mais où on va faire appel à des briques du numérique. Donc là, c'est pareil. Là, si jamais vous faites une veille, ne vous cantonnez pas. Vous avez vu au tout début du diaporama, on vous a mis le lien vers le site du SGPI où vous pouvez voir toute une présentation de France 2030 au plan national, ainsi que les dispositifs en cours. Donc, ne faites pas un filtre sur numérique, technologie numérique. Il faut quand même aller un peu regarder ce qui se passe par ailleurs, parce que vous pourriez trouver des opportunités. Voilà, et sinon, je ne vais pas les présenter là, mais à la fin de la présentation que vous aurez, vous avez une planche sur la définition des acteurs émergents, parce que dans France 2030, on parle beaucoup, vous avez vu qu'il y a 50% du plan qui sont dirigés vers l'accompagnement des acteurs émergents, donc vous avez la définition, et vous avez également le plan global d'accompagnement des startups industrielles dans le plan France 2030. Je n'ai pas voulu détailler parce que ça aurait fait trop. Très bien, merci Corinne. On a 2 questions. Alors, il y en a une première qui concerne l'AAP Grande Fabrique de l'Image. Et la question, c'est de savoir si cette AAP peut concerner des organismes de formation qui forment au métier du métavers et, par exemple, de concevoir des expériences de formation dans la réalité virtuelle. Alors, de mémoire, les dispositifs, je n'aurais pas dû arrêter le partage de l'écran, malheureusement. Donc, de mémoire, les dispositifs. Donc, on est dans le Grand Fabrique, c'est ça? Donc, tout à fait, puisque les formations qui vont accompagner aussi bien la partie grand, je vais y arriver, les studios, les grands studios, ou alors les studios, donc jeux vidéo ou autres,
dans les formations, c'est ciblé. Mais je vous invite quand même à regarder, et je vous avouerai que je ne les ai pas lus encore en détail, mais n'hésitez pas à revenir vers moi au cas où, à regarder les études qui ont été faites par le CNC pour voir exactement ce qui est ciblé. Et c'est sûr que le métaverse va y figurer. Ou s'il n'y figure pas, on vous parlera de réalité virtuelle, réalité augmentée et autres. On y va direct. Oui. Donc la réponse est très probablement oui, quasiment sûre. Très bien. Merci. Et une autre question, mais je ne sais pas exactement à quel appel à projet ça se rapportait. Donc, il y a Anne-Sophie qui avait posé la question qui te remercie. Et l'autre question qui parlait d'embarquer, donc je ne sais pas le nom de l'appel à projet. C'est l'IA, je pense. L'IA embarqué, c'est ça? Voilà, donc la question, c'était de qualifier le terme d'embarqué. Est-ce une acception industrielle ou pas nécessairement industrielle? Alors, je vais voir, je vais vous dire ça tout de suite. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. J'ai relu les dispositifs, mais vous voyez, il y en a un certain nombre et j'ai l'impression que le cerveau mélange un peu tout. Donc, pour information, pour les éventuelles questions qui n'auraient pas de réponse, l'équipe de la DRED s'engage à les chercher, à nous les amener plus tard. Hein, donc, voilà, exactement. Les réponses ne seront pas en live. Alors, là-dessus, sur l'IA embarqué, on me dit embarqué dans des produits ou des procédés industriels de tout secteur. Donc, ça veut dire IA embarqué pour l'usine du futur, on va dire, procédé industriel, ou dans des produits. Pour moi, ça peut être un produit, ça peut être un véhicule autonome, ça peut être autre chose. D'accord? Donc, oui. Et ça, c'est le volet A. À la question de la personne qui a posé. Ah, la question, alors, pardon. La question, non, j'espère juste que la personne, ta réponse l'éclaire. Et encore une fois, vous avez nos coordonnées à la fin, donc vous n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de précision, vous nous appelez, on n'aura pas forcément, enfin vous nous écrivez, on vous répond. D'accord ? Merci Corinne. Les auditeurs, si vous avez d'autres questions sur ce qui vient d'être présenté, n'hésitez pas. Sinon, on va passer au volet suivant parce que je n'ai pas d'autres questions actuellement. Donc, attends, ça y est, il y en a. Ah oui, non, c'est une autre question qui n'a aucun rapport. Je n'ai pas pu me connecter avant, désolé. Un replay sera-t-il disponible? Oui, le replay sera mis à disposition de tous. Voilà. Bien, si vous n'avez pas de questions sur les appels à projets qui viennent d'être présentés, on va passer au suivant. Il faut les régionaliser. Et donc là, je vais laisser la parole à Delphine. Tu nous entends? Oui, j'arrive. Donc, bonjour à tous. Corinne vous a présenté les AAP qui sont gérés au niveau national et maintenant, on va vous parler de 2 AAP qui sont gérés au niveau de l'Occitanie. Donc là, c'est une enveloppe budgétaire qui est à notre main, donc à savoir l'ADRETS, le conseil régional, en lien avec notre opérateur BPI France. Je vais activer la vidéo pour avoir plus de bande passante. Voilà. Alors, là ces deux AAP, innovation et IDEMO, qui sera présenté celui-ci par Corinne tout à l'heure, ils sont évidemment toujours dans le cadre de France 2030. Et on appelle ça France 2030 régionalisé. On a une enveloppe au niveau de l'Occitanie de 88 millions d'euros. Donc 50% apportés par l'État et 50% au niveau de la région. On pouvait développer 4 volets, donc 4 types d'AAP. Pour l'instant, on en a développé 2, qui sont les 2 premiers. Donc, l'axe 1, des projets d'innovation. Donc, c'est un AAP que je vais vous présenter qui soutient des projets de recherche, développement, innovation portés par les PME et les ETI régionales. Et Corinne vous présentera l'axe 2 qui concerne des projets collaboratifs de recherche et développement et qu'on appelle IDEMO. Les 2 autres, on vous tiendra au courant voilà, quand on pourra les préparer et les publier. Pour l'instant, on n'a pas avancé davantage sur ces axes 3 et 4. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'AP innovation, on a à notre main, donc en Occitanie, 40 millions d'euros. Et pour l'axe 2, donc IDEMO, que vous présentera Corinne, on a 30 millions d'euros à la main de l'Occitanie. Merci Corinne. Alors, qu'est-ce qu'on attend sur l'AP innovation?
comme type de projet? Alors, on attend des projets qui s'inscrivent dans le cadre de France 2030, donc de ces objectifs que vous a présenté Corinne, mais également dans le cadre des stratégies d'accélération que Corinne vous a également présentées et que vous pouvez retrouver facilement sur Internet, et également dans les 8 thèmes de la stratégie régionale d'innovation qui sont listés ici, hein, vous voyez. Donc, ça peut être, par exemple, le big data, je reprends notamment la dernière ligne, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, ça peut être la mobilité intelligente et durable, ça peut être les stratégies relatives à la santé, au bien-être, au bien vieillir. Donc là, voilà, vous avez une large gamme de thématiques sur lesquelles vous pouvez déposer un dossier. Et puis, on a aussi retenu la thématique des industries culturelles et créatives. Alors, ce sont des projets de faisabilité et ou de développement qui doivent être développés sur 36 mois maximum. Voilà. Et comme on est évidemment dans le cadre de France 2030, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, on attend des projets innovants, on cherche des leaders du monde de demain et on cherche vraiment des projets innovants, des technologies de rupture, qu'il s'agisse du produit, du service ou du process. Corinne, s'il te plaît. Merci. Alors, on cherche également des projets qui présentent un risque. C'est la raison pour laquelle l'État intervient pour participer à la prise en charge de ce risque. Et on recherchera dans vos dossiers une justification sur le besoin marché. Et une attention particulière sera portée aux projets de primo-innovants. Et ce qu'on souhaiterait, c'est avoir des projets qui couvrent l'Occitanie et pas simplement les 2 grosses métropoles toulousaines ou montpelliéraines. Voilà, ce serait idéal. On cherche vraiment à couvrir tout le territoire. Alors, quels sont les bénéficiaires éligibles? Eh bien, les PME et les ETI, donc ce qui couvre une large gamme de tailles d'entreprise. Et il faut que l'établissement porteur du projet soit basé en Occitanie. Vous pouvez avoir un siège à Paris, mais il faut que la R&D ou l'étude de faisabilité, par exemple, soit portée en Occitanie. Alors, ce qui est important aussi, c'est que pour respecter les règles européennes, il faut que l'entreprise ne fasse pas l'objet d'une procédure collective en cours, ni être en difficulté au sens de l'Union européenne. Et ça, c'est BPI France, notre opérateur, qui le surveillera. Alors, s'agissant des modalités de l'aide de l'État pourrait être comprise entre 75 000 € et 500 000 € maximum. Alors, on a décidé jusqu'à 200 000 € d'aide. Jusqu'à 200 000 € d'aide sera donné sous forme de subvention et le reste en avance remboursable. Et là, vous voyez, on retrouve les taux d'intervention qui sont modulés en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, pour les petites entreprises, un maximum de 45% de taux d'intensité d'aide. Pour les moyennes entreprises, un taux maximum de 35% et pour les ETI, un taux maximum de 25%. Je vais vous donner un exemple. Si une petite entreprise a un projet de 500 000 € et qu'elle nous sollicite, on pourra l'aider à hauteur de 45% de ses dépenses éligibles, et c'est-à-dire 225 000 €. Et sur ces 225 000 € d'aide de l'État, 200 000 € pourront être donnés sous la forme d'une subvention et les 25 000 € sous la forme d'avance remboursable. Donc ça, c'est intéressant et toutes les régions de France n'ont pas choisi cette répartition-là. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'on attend un seul dossier par projet, hein, pas plusieurs projets pour le même dossier, enfin le contraire, pas plusieurs dossiers pour le même projet, évidemment. Et comme l'a dit Corinne, de façon assez classique, on pourra moduler cette aide au regard des fonds propres de l'entreprise, des aides dont elle a déjà pu bénéficier, etc. Corinne, s'il te plaît. Alors, maintenant, qu'en est-il de la procédure de sélection? Alors, l'instruction des dossiers, elle est conduite par BPI France en lien avec l'ADRETS et le Conseil régional. Alors, vous pouvez déposer vos dossiers sur la plateforme de BPI France et là, en dessous, vous avez le lien. Donc, c'est le lien du Hub Entreprendre qui vous amènera directement sur le cahier des charges et le dossier de candidature à remplir. J'en profite pour vous dire que vous trouverez également sur ce hub-là les coordonnées des contacts d'ADOC qui pourront vous aider pour le montage de votre projet. Donc, vous n'êtes pas laissé tout seul, vous pouvez être aidé par ADOC
mais également par les pôles, par les clusters, etc. Mais c'est vrai que dans le cahier des charges, c'est ADOC qui est mentionné pour l'aide au montage de dossiers. Alors, vous trouverez également une foire aux questions qui est en cours de consolidation, qui n'est pas encore prête et qui sera mise sur le hub quand elle sera prête. Il faut savoir que quand vous aurez déposé votre dossier, attendez-vous à être auditionné donc par BPI France, le Conseil régional et la DRETS, soit par une visioconférence qu'on vous proposera, soit par une visite dans votre entreprise. Alors là, on a décidé d'organiser un comité de sélection, donc à nous trois, hein, toujours pareil, BPI France, le Conseil régional et la DRETS, tous les mois. Le prochain aura lieu le 21 octobre. Et c'est lors de ces comités-là que nous déciderons collectivement si votre projet est validé ou pas, sachant qu'on vous aura rencontré avant. Et il faut compter entre 3 et 4 mois entre le moment où votre dossier est considéré complet et le conventionnement. Donc, c'est assez rapide. Je suis désolée, ça ne veut pas passer. Je crois que c'est terminé sur cette partie-là. Mais on a essayé de faire court. Une petite question en live, Delphine. Sur ça, ce sera BPI qui instruira les demandes, ce ne sera pas ADOC. Alors, c'est BPI qui instruit, c'est l'instructeur. Non, ce n'est pas ADOC qui instruit. Le Conseil régional et la DRETS participent, on va dire, à l'instruction sous la forme d'un avis, hein, mais c'est BPI France qui instruit. Ok, très bien. Et on a une autre question. Pardon. Tu voulais compléter? Ce n'est pas ADOC qui instruit, voilà. Une deuxième question, quelles seront les contraintes sur les fonds propres et notamment le traitement des emprunts PGE des productions immobilisées et des productions immobilisées, pardon. Alors, ce que je sais pour avoir une petite expérience, parce qu'on a déjà travaillé sur un dossier avec BPI France et la région, c'est que tout ce qui est fonds propres, trésorerie, c'est vraiment regarder de près. Je n'ai pas d'informations sur la partie PGE. Là, je ne saurais pas répondre, mais je note la question. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut quand même montrer un dossier assez solide sur cette question-là. Par exemple, on a une entreprise qui était sur le point de faire une levée de fonds et nous avons décidé collectivement d'attendre que la levée de fonds soit réalisée pour voir si on allait plus loin sur le dossier. Voilà, donc ça, c'est un point qui est regardé de près par BPI France. Hein. Mais sur la question du PGE, je regarderai parce que je ne sais pas. Ok, très bien. Autre question? Non, c'est la question que nous avions. Est-ce que ces éléments répondent à vos questions? Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce volet innovation? Donc, si on n'a pas d'autres questions, mais je propose qu'on passe au volet démo. Donc, pour l'AP France 2030, IDEMO régionalisé. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai présenté très rapidement, certes, le volet national, IDEMO national. Et là, vous avez en fait une limite, c'est inférieur, supérieur à 4 millions d'euros. C'est ça qui fait basculer d'un AAP à l'autre. Donc, la com, je reviens sur le volet régionalisé. Donc là, comme pour le volet innovation de France 2030 régionalisé, on cherche à accompagner des projets qui sont en cohérence avec les stratégies d'accélération et les objectifs de France 2030, deux petits liens Internet là qui vous permettront d'y accéder, et les 8 thèmes de la SRI. Je ne vais pas lesrebalayer. Par contre, une chose, et qu'on ne voit pas là, mais qui est cachée derrière Big Data, IA, cybersécurité ou derrière les mots stratégie d'accélération et France 2030, je vais vous citer quelques exemples. Quantique, un projet sur le quantique, on est dedans. 5G également, immersif aussi. Que sais-je, les industries culturelles et créatives, alors qu'elles étaient spécifiquement écrites sur le volet innovation. Là, elles n'apparaissent pas, mais elles y sont. Elles sont aussi cachées dans les stratégies d'accélération. La robotique, on y est. L'électronique, on y est aussi, enfin, etc., etc. Le champ est vaste. Et vaste, même si il est ciblé sur les marchés, les technos qui seront porteuses à long terme. Donc là, qu'est-ce qu'on recherche? Des projets, on est dans le cadre de France 2030, donc les projets d'innovation et développement expérimental, mais surtout ambitieux. C'est ça qu'il faut vraiment regarder.
Exemple, une plateforme numérique standard, excusez-moi du terme, mais je veux dire, vous comprenez, qui ne présentera pas de forte innovation ou qui n'apportera pas des choses très importantes sur un élément d'une stratégie d'accélération, risque de ne pas être retenu. Là, on est, contrairement au volet innovation qui était sur des projets individuels, là, on est sur des projets collaboratifs. Donc, ils vont associer les entreprises, les laboratoires de la recherche académique. Et ce que l'on cherche, c'est fabrication industrielle, mise sur le marché de produits, services et procédés innovants. Donc là, c'est vraiment la mise sur le marché qui est vue en ligne de mire avec une forte valeur ajoutée et un potentiel de croissance aussi important. Donc, on est assez sélectif avec ce dispositif, comme avec les autres dispositifs du plan national. Les durées assiettes, on est sur des projets, comme vous l'avez pu les connaître avant sur le PSPC et région, ça reprend un peu ce que l'on faisait avec le PSPC région. Donc, on est sur des durées entre 24 et 48 mois. On peut avoir deux types de projets. Des projets qui vont être intra-régionaux. Tous les partenaires sont basés en Occitanie. Et là, comme on vous l'a déjà dit Delphine, ce n'est pas le siège social qui est visé, c'est vraiment le lieu où est réalisée l'innovation et la R&D plus exactement. D'accord ? Donc, projets intra-régionaux, tous les acteurs sont en Occitanie. Projets interrégionaux, un ou plusieurs des acteurs est basé en dehors du territoire. Et là, vous verrez que derrière, il y aura un impact sur la façon dont les projets vont être étudiés. Des projets entre 1 et 4 millions d'euros. Pour les projets intra-régionaux, la limite basse d'1 million d'euros descend à 500 000 €. Donc, un projet collaboratif 500 000 € en région pourra être soumis à ce dispositif. Donc, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, au-delà du 4 millions, on passe à l'AEP d'IMO national. Au niveau des partenaires, donc, les partenaires, pour être partenaire du projet, il faut avoir plus de 5% ou plus des dépenses totales du projet. Si jamais une entreprise ou un laboratoire est inférieur, surtout les entreprises d'ailleurs, est inférieur à ce seuil de 5%, il faudrait qu'elle prenne ses dépenses en autofinancement ou alors qu'elle soit prise en sous-traitance d'un autre partenaire. Concernant la sous-traitance, vous voyez, on a un maximum, c'est 30% des dépenses. Et enfin, là, on n'est pas sur les dépenses, mais on est sur les aides sollicitées. Les partenaires de la recherche académique devront représenter au maximum 50% des aides. Pour la suite, le consortium, on est sur du collaboratif. Sa composition, c'est minimum 2 entreprises, dont une PME ou une ETI. Les 2 entreprises ne peuvent pas être toutes des grandes entreprises. Donc, 2 entreprises, dont une PME ou une ETI, et il faut qu'il y ait à minima un partenaire de la recherche académique. Et au total, on doit avoir maximum 5 partenaires. Et le chef de file, c'est toujours une entreprise. Donc, je vous ai déjà expliqué les consortiums intra et inter. Pour les bénéficiaires, vous voyez, je vous ai dit, pas seulement PME, ETI, il pourrait y avoir des grandes entreprises, effectivement. Et les partenaires de la recherche, il faut les prendre au sens de l'établissement de recherche. Donc là, je vous renvoie au régime d'aide. Un point, par exemple, ça va inclure les IRT. D'accord ? Et pour les autres territoires, il faut savoir une chose, c'est que toutes les régions, donc pas encore, de la même façon que nous, par exemple, nous n'avons pas encore statué sur le volet filière, accompagnement AP filière en Occitanie, d'autres régions n'ont pas encore publié un AAP régional IDEMO. Donc, très important, si jamais il y avait des partenaires hors région dans votre consortium, ces partenaires, non seulement ils seront, je ne vais pas dire manger, mais ils devront, en fait, leur dossier sera pris au titre des règles définies dans l'AAP
régionale, enfin l'AP qui a été éditée par l'État et la région dans leur région. Et s'il n'y a pas d'AAP, ils devront s'autofinancer. Donc, on repart aussi, ils peuvent être pris en sous-traitance, mais avec toujours la règle maximum pour l'intégralité du projet de 30% de sous-traitance pour les 30% des dépenses en sous-traitance. Donc, ça, c'est un point très important si jamais vous allez chercher, parce que vous avez besoin d'une brique techno spécifique ou que sais-je, que pourrait vous apporter une entreprise ailleurs ou un laboratoire ailleurs qu'en région. C'est ces règles-là qui régiront le financement des partenaires hors région. Donc, pour ce qui est des modalités d'aide, justement, donc là, pareil, on est dans le cadre de collaboration effective. Donc là, les taux d'aide que vous voyez, ce sont les taux d'aide appliqués, enfin qui sont issus du régime d'aide européen, RDI, dans le cadre d'une collaboration effective. Collaboration effective, avant que j'ai la question, il faut que les laboratoires de recherche représentent 10% minimum de l'assiette des dépenses et qui surtout, ils aient la possibilité de publier leurs résultats. Ce qui veut dire qu'un point que l'on vérifiera dans l'ensemble des pièces du dossier, on regardera l'accord de consortium. Attention, au moment du dépôt du dossier, l'accord de consortium n'a pas besoin d'être déjà signé. Hein, c'est le projet d'accord de consortium. Donc, on vérifiera que figure quelque part la mention que les laboratoires de recherche peuvent publier leurs résultats. Donc, les taux, vous les voyez, petite entreprise 60%, moyenne entreprise 50%, grande entreprise et ETI 40%. Par contre, comment vont être dispatchés ces financements? Eh bien, imaginons, au niveau de l'aide, une entreprise aura 500 000 € d'aide. Jusqu'à la concurrence de 300 000 €, ce sera de la subvention. Au-delà, ce sera de l'avance remboursable. Donc ça, c'est valable pour les petites entreprises, les moyennes entreprises. Pour les ETI et les grandes entreprises, par contre, ce sera exclusivement de l'avance remboursable, sauf si, dans le projet, il y a des primo-innovants. À ce moment-là, on pourra éventuellement faire le mix subvention-avance remboursable que je vous ai déjà énoncé, donc 300K et au-delà, avance remboursable. Donc ça, c'est pour les entreprises. Pour les organismes de recherche, là, c'est un peu plus, c'est la règle habituelle. On est sur 50% max des coûts complets ou 100% des coûts marginaux et on est sous forme de subvention. Donc, rien de nouveau sous le soleil, c'est les règles habituelles. Donc, contrairement au volet innovation, où on est sur des relèves, entre guillemets, donc des comités de sélection tous les mois, là, on va avoir 2 relèves annuelles. Toujours fin octobre, fin avril. Donc, pour cette année, il y en a une seule, elle sera le 26 octobre. Vous avez les dates ici. Alors, j'insiste, fin avril, fin octobre, parce que les dates qui figurent ici sont les dates telles qu'elles sont définies actuellement. Ces dates vont pouvoir bouger à la marge d'1 ou 2 jours dans les années précédentes. On n'est pas sûr qu'en 2025, ce sera exactement ça. Donc là, même topo, on vous invite à être vigilant sur les dates de dépôt et de la même façon, chaque fois qu'il y aura des modifications, on fera du push ou tout simplement, elles seront modifiées sur le hub entreprendre spécifique, donc la page qui est spécifique à ce dispositif. Vous avez une page spécifique pour le volet innovation régionalisé et une autre pour France 2030 IDEMO régionalisé. Voilà. Les procédures de sélection, alors là, elles ne sont pas encore complètement calées. D'ailleurs, nous allons avoir bientôt une réunion entre donc BPI France, la région et nous, pour définir notre mode de fonctionnement. Alors déjà, une première chose, si pour le volet innovation, la région a délégué intégralement ces financements à BPI France, autrement dit, c'est comme vous l'a expliqué Delphine, BPI France a instruit, nous émettons, région et État, un avis et lors du comité, on décide. Là également, on va très certainement être sur le même modèle. BPI France instruit, enfin du moins organise l'instruction, l'audition, ce genre de choses. Mais après, comme la région, pour le volet IDEMO, n'a pas délégué ses crédits
à BPI France. C'est elle qui va les gérer. Donc, l'instruction, même si on a quand même des avis qu'on va faire concorder nos avis, on va se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire, mais l'instruction proprement dit du dossier et donc le conventionnement sera fait pour les crédits État par BPI France, pour les crédits à région par la région. Donc là, vous voyez un peu comment on s'organise. BPI France va faire les présélections, simplement s'assurer que le dossier est complet. Donc là, je vous invite à être très vigilant. On n'a pas des relèves tous les mois, donc il faut vraiment… Et la liste des pièces à fournir, vous l'avez et sur la page du Hub Entreprendre, mais aussi dans le cahier des charges. Donc, astreignez-vous bien à avoir toutes les pièces, sinon vous louperez le coche pendant 6 mois. Donc, BPI France va présélectionner, c'est ça, donc ça veut dire déjà vérifier le dossier complet, organiser une audition en visioconférence auquel l'État et la région pourront participer. Elle instruira le dossier, bien sûr en collaboration avec le COPIL régional qui sera constitué de BPI France, l'État et la région. Une fois que le COPIL régional a statué, les dossiers sont escaladés par BPI France au SGPI, secrétaire général pour l'investissement, donc à Paris, qui peut émettre un droit d'opposition, chose qui n'existe pas pour le volet innovation. Et s'il n'y a aucun droit de veto, à ce moment-là, le processus suit son cours et on va aller vers suite donc pour la région, présentation aux élus et conventionnement des deux côtés par BPI France ou la région. Le processus devrait durer 4 mois. Pour les projets interrégionaux, c'est un peu plus compliqué parce que je vous ai dit que chaque partenaire va être financé au titre du cahier des charges de sa région. Donc, chaque région a un COPIL et donc chaque région va devoir dire combien elle va mettre au cofinancement du projet. Et une fois que le financement, enfin plus ou moins du projet est figé entre les différentes contributions État de chaque région et région, puisqu'on va aller puiser les crédits dans nos 88 millions côté Occitanie, X millions côté Auvergne-Rhône-Alpes, X millions côté Nouvelle-Aquitaine, etc. etc. D'accord ? Donc, une fois qu'on connaîtra les différents financements décidés par les COPIL, après avoir fait une audition en visio auquel on associe tous les COPIL régionaux, BPI France et tous les COPIL régionaux, à ce moment-là, même principe, les dossiers sont remontés au SGPI qui peut exercer son droit d'opposition. Puis, une fois que c'est OK, qu'on sait quels dossiers pourront être financés, à ce moment-là, chaque COPIL décide de l'aide. Et là, comme je vous le disais, la région va instruire et conventionner pour ses crédits et BPI France va le faire pour les crédits de l'État. Voilà. Donc, c'est un peu spécifique. Le processus, donc 4 mois, on va essayer de s'y tenir. Ici, vous avez à nouveau, et vous l'aurez puisque vous aurez des présentations, le lien vers la page spécifique du Hub Entreprendre de la région où vous trouverez la AP. Comme pour le volet innovation, il y a une AP, une fac qui est en cours d'écriture. D'ailleurs, les questions que vous poserez là et auxquelles on ne serait pas en capacité de répondre, mais aussi les questions que vous avez posées, on va les mettre dans la fac. Elle sera disponible sur le doc. Et là, comme pour le volet innovation, vous pouvez vous appuyer sur… alors, les pôles, on n'a pas de pôle numérique en région, mais imaginons que vous êtes sur un projet interrégional et qu'il y a un pôle ailleurs, vous pouvez le voir avec eux, et ce sera sûrement le porteur qui organisera tout ça. Vous pouvez bien sûr voir avec vos différents clusters, digital, IoT, Valley, Robotics Place, etc. Et bien évidemment, pareil, ad hoc. Et donc là, vous aurez vous adressez à vos correspondants habituels chez ad hoc qui suivent les filières numériques pour vous aider dans le montage du dossier en amont du dépôt.
Alors, une chose là, historiquement, je vous ai dit que c'était le successeur de PSPC Région. PSPC, on pouvait avoir dans le cadre de PSPC Région, et on l'avait, je pense, de mémoire, même si l'État n'était pas impliqué dans le dispositif, on pouvait avoir une bonification dès lors que le projet avait été labellisé par un pôle de compétitivité. Donc, comme je vous dis qu'on n'a pas de pôle de compétitivité en région, et pour éviter de pénaliser, entre guillemets, des projets intra-régionaux ou des partenaires en région d'un projet interrégional, on n'a pas souhaité, la région a fortement poussé, elle avait tout à fait raison, apporter de bonification au taux d'aide que je vous ai montré tout à l'heure en cas de labellisation. Par contre, et dès lors que vous seriez sur un projet interrégional, cette labellisation apportera quand même un plus en matière de… Ça permettra d'avoir un check sur le projet par lui-même, sa pertinence vis-à-vis de la filière, etc. Voilà. Mais rien de plus. D'accord. Et même chose, s'il y avait une aide de Digital 113, ça ne ferait rien de plus, on n'a pas de bonification non plus. D'accord. Au Digital 113 ou un autre cluster. Donc, voilà à peu près. Il y a une chose quand même que je n'ai pas précisée. Donc là, vous avez les cahiers des charges, toujours pareil, sur le même lien du Hub Entreprendre. Une chose que je n'ai pas précisée, c'est vous êtes sur un projet collaboratif avec un chef de file. Dans le cas où le projet est intra-régional, c'est facile, vous le déposez sur le Hub Entreprendre. Dans le cas où il est interrégional et que le chef de file est en PACA, Aura ou ailleurs, eh bien, c'est sur le site internet décidé par les copiles régionaux de ces régions qu'il faudra déposer le dossier. Par contre, nous aurons les visibilités, etc. etc. C'est comme ça que c'est précisé. La réunion où on va tout caler avec BPI France et la région, et il va y avoir la même chose dans les différentes régions qui ont initié ce volet IDEMO régionalisé, et bien, se fait sous peu. Donc, on en saura un peu plus. Mais voilà à peu près les grandes lignes vers lesquelles on tend. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Oui, c'est ça. Donc, à votre disposition pour toute éventuelle question. Merci Corinne. Alors, il y a eu 2 questions pendant que tu présentais ça, mais tes collègues ont été fortes, elles ont répondu en direct. Je vais quand même me permettre de les lire à haute voix pour que les personnes qui n'ont pas posé les questions, éventuellement, ça peut les intéresser. Donc, quelqu'un nous dit « Tous ces dispositifs étaient traditionnellement utilisés, notamment des innovations d'usage et lancer des collaborations. » Donc, j'imagine notamment pour des innovations d'usage et lancer des collaborations. La lecture entre eux montre que la volonté est de financer uniquement des projets à fort potentiel de croissance. Que reste-t-il pour accompagner des entrepreneurs à volonté de développer les PME de demain? Pour rappel, 80% des acteurs du numérique aujourd'hui ont des tailles de PME et des périmètres d'action géographiques limités. Et donc, la réponse, peut-être Delphine, tu veux faire ta réponse à voix haute? Elle a coupé son micro. Voilà. J'arrive. J'arrive. Oui, alors ce que je disais sur ma réponse directement sur le chat, c'est que effectivement, France 2030, le plan France 2030 souhaite vraiment marquer un changement par rapport au plan France Relance. Il affiche une ambition différente, c'est-à-dire on recherche plus d'innovation et de technologies de rupture. Donc ça, c'était le premier point sur la philosophie qui a changé entre ces 2 plans, France Relance et France 2030. La philosophie a changé. Maintenant, sur la question de la taille de l'entreprise, c'est pas une difficulté. C'est pas une difficulté, la taille de l'entreprise, que ce soit pour l'API Innovation et même pour l'API IDEMO, d'autant plus que dans l'API IDEMO qui est collaboratif, la petite entreprise peut s'associer à d'autres partenaires. Donc ça, c'était le deuxième point sur la taille des entreprises. Et puis sur la question de l'envergure géographique, ce sera à voir dans le dossier et lors de l'audition qu'on mènera avec l'entreprise. Oui, tout à fait. Parce qu'encore une fois, on insiste sélectif, rupture et autres. Mais imagine, je ne sais pas, mais je me place sur le projet collaboratif.
projet collaboratif, on est bien donc, sur des collaboratifs, donc il va y avoir forcément d'autres entreprises aussi qui vont y participer, et ce n'est pas forcément la brique apportée par chacune des entreprises qui doit être l'innovation de rupture majeure qui est attendue, etc., etc. Donc, il y a quand même des nuances, mais c'est le projet dans son intégralité qui doit viser ça. D'accord? Donc, il y a ça aussi. Il y a aussi cette petite notion. Et encore une fois, vous regardez avec Ad-Hoc. Si jamais vous avez des questions, ben, vous revenez vers nous. Mais encore une fois, comme on est jugé partie, on ne pourra pas trop vous accompagner dans le montage, mais on pourra au moins vous préciser quelque chose. Parce que là aussi, donc jusqu'à présent, l'État n'est donc le IDEMO régionalisé précédent n'était pas c'était donc ces régions, et qui n'étaient gérés que par les régions. Donc, ils avaient leur doctrine, donc la région ici chez nous, elle avait sa doctrine, elle a appliqué. Là, on est sur un changement. Vous avez vu qu'on n'a pas encore tout calé, même si la relève approche, mais c'est grave, on sait faire. On n'a pas encore calé toute la doctrine. Et également, il y a des questions qui nous ont été posées dernièrement. Est-ce que les essais cliniques sont éligibles à IDEMO régionalisé? Quand on nous a posé cette question, on ne savait pas. Et donc, on statue entre nous, État-région, voire même avec BPI France dans certains cas, mais bon, là, c'était État-région pour cet exemple. Et on arrive à une réponse, et puis ça, on vous le met dans la fac, etc. Donc, vous ne limitez pas, parce que déjà, sur un projet collaboratif, ce n'est pas chacun qui va amener l'innovation de rupture, mais voilà, d'accord? Donc, ça, vous ne limitez pas. Et on va aussi se faire au fur et à mesure. Là, je ne vous l'ai pas dit, mais l'AP, il est ouvert jusqu'à 2025. Vous avez vu les dates de relève, de manière sans le dire, vous avez vu les dates de relève. Le volet innovation, je pense que le cahier des charges va être mis à jour régulièrement. Normalement, c'est un cahier des charges qui est valable pour un an plus ou moins, d'accord? Alors que pour l'instant, celui IDEMO est censé être valable jusqu'à la fin 2025. Mais bien évidemment, si on voit en pratiquant, entre guillemets, en marchant, on se rend compte qu'il faut un peu plus de souplesse, parce que ça va dépendre aussi de l'écosystème. On ne va pas être des ayatollahs, excusez-moi du terme, de l'innovation de rupture. Si on voit qu'il n'y a rien qui vient, peut-être qu'on va un peu mettre de l'eau dans notre vin, et on va dire, ben, OK, donc ce type d'innovation, on va les prendre, etc. D'accord? Donc, okay. Voilà. Sur la partie techno de rupture, il y a une question complémentaire. Donc, le focus sur les techno de rupture implique nécessairement un time to market assez long. Y a-t-il un ordre de grandeur du time to market attendu dans les projets financés? Plutôt 2 ans ou plutôt 4-5 ans? Ça n'est pas spécifié et nulle part. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est typiquement, et là, on ne va pas se faire notre doctrine Occitanie seule, puisque vous avez vu qu'il y a des projets interrégionaux. Donc, il va falloir qu'on échange avec nos collègues respectifs dans les autres régions pour se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, la question, on la prend. Et ben, là, typiquement, on va faire un petit échange et statuer. Et on pourra vous répondre. Là, je ne peux pas vous dire plus, malheureusement. Une autre question. On a un début de réponse pour la innovation, c'est-à-dire que le dossier, qui peut concerner donc une étude, ne doit pas dépasser 36 mois. D'accord. Non, mais c'est à la sortie du dossier, mise sur le marché du produit. Donc là, on est quand même sur de la RDI, et nulle part n'a été précisé le TRL auquel on doit arriver à la fin du projet. Ça n'est pas précisé. Ça n'a pas été précisé au niveau national quand le GPI et les France Régions se sont mis d'accord pour dessiner un peu les contours globaux des dispositifs donc innovation et AP régionaux, qui après ont été modifiés par les uns et les autres, mais on n'est pas rentré sur ces points-là. Donc là, typiquement, c'est pareil, c'est un point, on va poser la question, voir ce que font les autres, et où on choisit de s'aligner, où il y a déjà une ligne directrice à laquelle on va s'aligner, mais à ma connaissance, il n'y en a pas encore, où on pourra dire, ben, pour les projets intra-régionaux, voilà quelle est notre doctrine, et pour les interrégionaux, on s'alignera avec les autres, quoi, parce que sinon, ça ne pourra pas marcher. Je parle du collaboratif toujours.
Une autre question qui a été posée par écrit. Alors, Marilyn a répondu, mais c'est bien de partager les questions. Dans le cadre d'un projet IDEMO, donc sur la partie santé numérique, quel est le statut d'une clinique privée? Est-elle considérée comme ayant un statut d'entreprise privée ou bien n'est-elle pas considérée comme pouvant participer au consortium? Est-ce que Marilyn, tu veux redonner ta réponse à voix haute? Hop là. Oui, bonjour, oui. Alors, effectivement, ce point des cliniques, je ne cache pas que ça a fait débat entre la région et nous. Donc, c'est un point qui sera regardé avec attention. On considérera que les cliniques sont éligibles en tant qu'entreprise. Donc, ça veut dire que sur IDEMO, il faudra faire attention au nombre de partenaires. Et il faudra que les cliniques présentent une équipe qui travaille sur des sujets de RDI, qui présente des références en la matière et qui ont Par exemple, si c'est un médecin qui est associé au projet, il faudra que ce médecin montre qu'il a aussi des activités dans le domaine de l'innovation. Voilà, il faudra qu'il y ait une collaboration sur l'innovation du projet qui soit avérée, justifiée dans le dossier. Ok, merci Marine. Tout petit retour sur la question sur les technos de rupture. La personne précise qu'elle posait cette question car dans les AAP d'accélération nationaux thématiques, les projets proches marché, enfin, en fait, ce sont des projets proches marché qui étaient attendus. Voilà la précision de la question. Là, concrètement, autre exemple, et je vous dis, on va se faire la doctrine, mais autre exemple, c'était pour les essais cliniques. Eh bien, on a vu que les essais cliniques, sous certaines formes et suivant les types d'essais, étaient éligibles au volet national IDEMO, donc le volet national, celui-ci. Et donc, on a fait des échanges avec la région et on a statué, mais pas plus tard que cette semaine, sur en fait appliquer la même doctrine au volet régional. Voilà. Donc ça, vous voyez, on n'a pas toutes les réponses parce que, bien évidemment, toutes les questions auxquelles vous pouvez penser, elles n'ont pas été statuées forcément au niveau national entre le SGPI et France Région. Et donc, à chaque fois que vous avez quelque chose comme ça, une question, vous n'hésitez pas à vous remonter, on statue, on se fait la doctrine et la réponse, on vous la fera directement, bien évidemment, mais elle sera aussi dans la fac, que ce soit à la fac Innovation ou la fac IDEMO. Merci Corinne. Et puis, on a une dernière question. Alors, si vous avez d'autres questions en tête, n'hésitez pas à les poser. La question qui me reste, moi, là, que j'ai sous les yeux, c'est quels sont les AAP éligibles aux associations? S'il vous plaît, merci. Alors, je vous en ai montré quelques-unes dans les… Je ne les ai pas toutes en tête. Je vous en ai montré quelques-unes quand je vous ai montré les dispositifs régionaux, où vous avez vu qu'il y en avait certaines qui étaient éligibles. Mais alors, bon, il faudrait que je revoie le document. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà. Par exemple, Corinne, oui. Cette question, du coup, me perturbe un peu. Par rapport à l'appel à projet IDEMO régionalisé, dans les activités non économiques, on n'a pas écrit que les associations étaient éligibles. On a considéré que c'était tu parles de des entités qui quand même devaient avoir des activités dans la R&D. Ah oui, tout à fait. Par exemple, est-ce que dans ce dispositif-là, IDEMO régionalisé, on considérerait des associations? Je ne pense pas, au vu de la rédaction du cahier des charges. Non, pas du tout. On est d'accord. Moi, je croyais que c'était une question générique pour tous les AAP de France 2030. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, dans le volet national, je vous en ai présenté certains où des associations pouvaient être éligibles. Et je ne les ai pas tous en tête, mais il y en a certains. Donc, c'est-à-dire que dans le volet IDEMO, il n'y a pas de possibilité pour les associations, mais par contre, dans le volet national, il y a peut-être quelque chose, c'est ça? Oui, dans certains volets national. Je vais essayer on va vous repartager, j'espère que, et on va remonter le fil. Donc déjà, vous savez que dans le IDEMO régionalisé, ce n'est pas un partenaire attendu. Non, tout à fait.
Alors, Après, je regarde. sur les autres dispositifs France 2030, il y a peut-être des exceptions. Bon, Corinne Oui. vous apportera la réponse. Ben, là, vous voyez, typiquement, bon, là, non, sur le démo national, bien évidemment, non. Là, je ne sais pas, mais regardez, structure, je suis sur première usine, structure ad hoc pour le développement de capacités industrielles mutualisées. Donc là, c'est sûr, ce n'est pas une association. Employeur, représentant, organisme de formation. Là, regardez, ici, je suis sur AMI, compétences et métiers d'avenir. Consortium associant à minima employeur ou leurs représentants. Donc, ça peut être un syndicat professionnel, ça peut être, vous voyez qu'il y a aussi les OPCO, vous voyez qu'il peut y avoir les organismes de formation, enfin bon, donc ça c'est des structures, mais donc là, typiquement, vous voyez qu'il pourrait y avoir Numéum, par exemple, pour ne pas le citer, est tout à fait possible pour celui-là. Là, est-ce que porteur de projet, donc là, on a une nom sur des entreprises et des acteurs de la recherche, donc on oublie. Ici, sur celui-là, là, on est carrément sur des… Alors, on n'est pas sur des associations, mais on voit que c'est en fait, c'est du public, essentiellement du public, et avec en partenaire des entreprises, des laboratoires de recherche. Mais bon, là, on n'a pas d'association. Je balaye, hein, parce que… Donc là, non, entreprise, on oublie. Donc, celui-ci, non plus. Si, c'est écrit. Si, pardon, c'est écrit. Je suis allée trop vite. Écrit, Oui, je suis allée trop vite. Je regardais les projets. En fait, là, vous voyez, vous avez les associations ou les fondations. Donc là, oui, complètement. Vous êtes cluster où vous traitez du jeu vidéo, vous pouvez. Et vous pouvez déposer au titre de, etc. Bien évidemment. Okay. Encore une fois, regardez le diagnostic CMA. Je vous ai dit qu'on avait accompagné Push-Start, Push-Start était le chef de file, mais c'était quasiment l'intégralité des associations qui étaient partenaires donc, du projet, qui était l'intégralité des associations qui accompagnent les clusters du jeu vidéo dans les différentes régions de France. Là, typiquement, oui, on y était. Donc, je ne peux pas vous faire l'inventaire exhaustif là, mais là, vous avez des dispositifs où il y a des morceaux de numérique, tout ou partie, d'accord, et à chaque fois, je vous ai mis les porteurs. Donc, si vous voyez le mot association, ben là, je suis sur expérience augmentée du spectacle vivant. Vous voyez que vous avez les associations. Donc, oui, éligible aussi.